Alors, pour la prochaine présentation, comme on sait, si on a un cas de peste porcine africaine, moi aussi, j'allais dire un cas d'influenza aviaire. Je suis comme Sophie dans tous les domaines. Donc, on sait qu'on ne pourra plus exporter pendant un certain temps et qu'on va avoir un surplus de porc à gérer qui va être assez important. Donc, l'an dernier, on a fait un projet avec la collaboration de Forêt Lavoie Conseil pour amorcer une réflexion et se donner des outils là, pour voir comment on peut gérer ce surplus de porc-là de façon ordonnée. Donc, notre prochaine conférencière, c'est Mme Hélène Méthode. Hélène est diplômée de l'Université Laval où elle a obtenu son baccalauréat ainsi que sa maîtrise en agronomie et elle est membre de l'Ordre des agronomes du Québec. Elle a assumé le poste de directrice générale du Centre d'expertise en production ovine du Québec, le CEPOC, pendant 12 ans, après y avoir été coordonnatrice de la recherche et développement pendant 4 ans. Au cours des 10 dernières années de ce mandat, Hélène a notamment été choisie par l'industrie comme coordonnatrice de la filière ovine du Québec et comme présidente industrie de la table ronde de la chaîne de valeur de l'industrie ovine canadienne. Au cours de 2021, Hélène a choisi de poursuivre son parcours professionnel à titre de consultante, principalement au sein du secteur agroalimentaire canadien et a collaboré régulièrement avec Forêt Lavoie Conseil. En 2023, elle a démarré un OBNL d'économie sociale en services vétérinaires et en septembre 2024, elle est devenue associée chez Forêt Lavoie Conseil. Donc, souhaitons les bienvenus à Hélène. Un, deux, deux. OK. Alors, le mode d'emploi, Sébastien, tu me corrigeras. Alors, bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Mon rôle aujourd'hui, c'est de vous partager, dans le fond, les travaux qui ont été réalisés par le comité de pilotage dans le cadre du projet d'amélioration de la préparation opérationnelle de la filière. Essentiellement, je vais me concentrer sur l'identification des facteurs clés pour une gestion de crise structurée et le plan d'action qui a été construit autour de ça. Et je vais vous aussi là, nommer, je vais avoir besoin de Sophie, elle avait eu la twist en dernier. L'écran, l'autre bord. Donc, vous avez sûrement déjà vu le prochain. C'est un extrait d'une présentation du Conseil des viandes du Canada qui a été donné lors de la GA de l'EQSP l'année passée, entre autres, avec différents scénarios. Là, il y en a une panoplie quasi infinie. Mais ce qu'on voit qui est commun à tous les scénarios, bon, les deux. C'est la gestion la phase de gestion des surplus. Donc, inévitablement, peu importe la suite des choses, il va y avoir des parts de marché en grande quantité à gérer. Et dépendamment de la situation qui va survenir au niveau de la répartition des cas, le nombre et tout ça, on aura une phase suivante plus ou moins longue, au cours de laquelle il y aura possiblement des ajustements à faire au niveau de la taille du cheptel reproducteur. Donc, ce fameux projet-là était une initiative de l'EQSP, des bateaux. C'est bon. Donc, était une initiative de l'EQSP sous la coordination de Martin, qui a été hyper disponible. Merci, Martin. Encore, dans notre équipe chez Forêt Lavoie, il y a Gilbert Lavoie et moi qui avons travaillé sur le dossier. Et on a eu l'aide de Nicolas Martel-Bouchard et Lotta Tamini. Le tout a été possible grâce à un soutien financier de Agriculture et Agroalimentaire Canada. Donc, les objectifs étaient très pratico-pratiques dans le cadre de ce projet-là. C'était vraiment de convenir par consensus des gens de l'industrie de ce qui devrait être les bases d'un cadre de gestion de crise qui va être efficace et équitable. On veut s'assurer d'une démarche structurée. Tu sais, tantôt, Sophie utilisait souvent le mot panique. Autant que possible, on aimerait ça la contenir, cette panique-là. Donc, ça prend une démarche structurée et des outils qui vont permettre de le faire. C'est clair que l'objectif ultime, c'est d'assurer la capacité des éleveurs à rencontrer leurs obligations à l'égard de leurs animaux en tout temps pendant la phase d'élimination des animaux en surplus. Il y a une grande responsabilité à l'égard du bien-être animal et il y a un immense risque réputationnel pour l'industrie par rapport à cette phase-là de gestion des animaux de surplus. Et un aspect très pratico-pratique, on veut essayer de préserver au mieux possible les structures fonctionnelles de l'industrie, question d'être capable de rebondir quand il y aura des opportunités de reprise de marché.
Donc, on parle ici là, de la main-d'œuvre, particulièrement du côté des abattoirs qui avaient des préoccupations à l'égard de la perte possible de main-d'œuvre, tout le réseau de transport. Donc, les réflexions du comité de pilotage, qui est composé des gens ici, vraiment était à l'idée, on va essayer de garder les activités quotidiennes le plus près possible de la vie ordinaire pour valoriser les ressources qui sont là, puis être efficace avec des mécanismes auxquels les gens sont déjà habitués. Je tiens à remercier encore une fois les gens du comité qui ont été hyper généreux en termes de temps et d'expertise. Ça a été un travail très efficace. Et il y a un petit clin d'œil à Christian Blais, Daniel Dion et François Cardinal qui avaient un petit peu de temps libre de nuit et qui se sont ajoutés un petit projet on the side sur le développement d'un outil qu'on a réalisé ensemble et que je vais vous présenter tout à l'heure. Dans la procédure, le comité de pilotage s'est réuni de façon très fréquente. On a travaillé entre les rencontres pour cheminer avec ça. Et il y a eu des points de contrôle quand même pour s'assurer de l'adhésion des gens plus largement de l'industrie. Donc, il y a près de 125 personnes qui ont été rencontrées au fil du temps. On a fait 3 rencontres de groupe pour présenter les orientations qui étaient envisagées par le comité de pilotage. Et après ça, on a revu tous ces gens-là sur base individuelle ou par entreprise pour recevoir les réflexions, les idées, les préoccupations, de façon à, en contrepartie, nourrir le travail du comité de pilotage. Donc, merci aussi à tous ces gens-là qui nous ont offert du temps. Donc, ce que je vous présente, ce sont un peu les grandes conclusions du comité de pilotage qui semblent faire consensus là, auprès des gens de l'industrie qui ont été consultés. Bon, j'ai brûlé mon punch. C'est clair que dans toute cette dynamique-là, on peut faire un plan d'action, mais il y a tellement d'imprévisibilité dans un contexte qui va être généré par un cas de PPA, qu'il va y avoir des processus décisionnels réguliers et rapides et efficaces qui vont devoir être en place. Et ces processus-là vont toujours revenir à l'industrie qui va être responsable de ses propres choix. Donc, le plan qui est proposé s'articule autour de 4 facteurs clés qui ont été identifiés puis détaillés par le comité de pilotage. Donc, on parlait de panique et contre-panique, ça prend un cadre juridique pour s'assurer que tout ça va se faire de façon ordonnée. Un cadre financier, je vous rappelle qu'on veut s'assurer que tous les ports mangent à tous les jours. Une cellule opérationnelle, donc quand on a l'industrie qui prend des décisions, par exemple de réduire de 50% les parts de marché, bien, après ça, ça va prendre des gens pour concrétiser ça, cet objectif-là. Et quand on regardait les contextes de gestion de crise dans d'autres pays, les cellules décisionnelles sont toujours séparées des cellules opérationnelles. Donc, on ne veut pas mélanger la politique avec les opérations. Donc, c'est de constituer une cellule opérationnelle qui va concrétiser les décisions qui seront prises par l'industrie. Et cette cellule-là a besoin d'avoir des outils de communication. Avec un pas de danse. Et comme je le disais, il va toujours y avoir un processus dynamique dans ça parce que l'industrie devra toujours s'assurer que le plan de match est toujours le bon, toujours le meilleur et réagir rapidement et passer des commandes à la cellule opérationnelle. Je reviens sur chacun de ces facteurs clés-là. Cadre juridique formel, de quelle façon ça va s'articuler concrètement? La recommandation du comité de pilotage, c'est d'aller vers une convention de mise en marché extraordinaire pour les situations de crise. Donc, c'est valable pour la PPA, mais ça pourrait être valable dans tout autre contexte aussi. Dans les éléments clés à prévoir dans cette convention-là, c'est vraiment une procédure de définition du pourcentage de réduction d'abattage cible qui va être rapide, efficace, parce qu'il y a une notion de délai et de temps. Il y a aussi tout le souci au niveau de la référence de prix américaine. Si leur industrie est affectée, il faut avoir un plan B pour travailler notre prix à nous. Et une préoccupation était aussi, par souci d'être ordonné, que les éleveurs ne soient pas tributaires de la destination de leur porc. Donc, s'il va vers l'alimentation ou s'il va vers l'élimination, tous les producteurs devraient recevoir idéalement le même prix pour leur animal, peu importe la destination. Donc, d'avoir un système de pool au niveau du prix. Et comme il y a des enjeux nationaux autour de cette crise-là, c'est clair qu'il faut que nos actions au Québec soient cohérentes avec ce qui se fait à l'échelle canadienne.
Sous-jacent à cette convention-là, ça va prendre des outils concrets. Donc, ça prendrait idéalement des règlements nécessaires au contrôle des variations de port, puis qui vont pouvoir bouger rapidement, générer des résultats rapidement également. Et Sophie l'avait mentionné, le volet de l'arrêt des mouvements d'animaux, c'est actuellement sur base volontaire de l'industrie. La recommandation du comité de pilotage, c'est de convenir et d'encadrer ces arrêts de mouvements d'animaux-là. Tout est une question de gestion de risque ici. Dans une perspective à plus long terme, donc dans les premiers mois, on gère les parts de marché surnuméraires, mais inévitablement, il va y avoir des questions à se poser aussi sur le cheptel. Donc, il va falloir voir à élaborer une stratégie de sortie de production qui va permettre aussi d'être cohérent avec ce à quoi on aspire dans notre stratégie de relance. Donc, toutes les balises, les paramètres, même les encouragements financiers et tout ça, devraient être pensés en fonction des facteurs de succès pour une éventuelle relance. Donc, un des outils qui était envisagé, c'est de travailler avec des indices qui existent actuellement au niveau de la dangerosité, tout ça. Là, il y a le CDPQ là, qui en a quelques-uns, donc l'industrie les connaît mieux que moi. Et d'arriver avec comme une liste pour avoir au final un indice de priorité de sortie. Ça ne veut pas dire que les gens sont obligés de sortir si on a un indice très élevé. C'est simplement que les entrepreneurs qui sont libres de rester en affaires ou pas doivent avoir toutes les informations pertinentes pour savoir s'ils vont avoir un contexte d'affaires qui va permettre leur succès lors de la relance. Donc, on parle nécessairement d'argent dans ce cas-là. L'objectif, c'est à très, très court terme. Il faut s'assurer que les entreprises, particulièrement les fermes, aient les liquidités nécessaires pour continuer de nourrir les porcs, payer leur monde pour qu'ils rentrent travailler le matin. Donc, c'est vraiment un enjeu. Il faut que ce soit enclenché rapidement. Donc, il faudrait idéalement que ce soit déjà préconnu avant qu'on arrive dans un contexte de PPA. Il faut imaginer ça à deux niveaux. On pensait tantôt aux deux phases que je vous ai présentées avec le graphique. Donc, il y a comme une phase d'abord d'élimination rapide des parts de marché qui sont en surplus, mais il y a aussi après ça toute la réflexion autour de la réduction du cheptel reproducteur en fonction des paramètres. Et là, on imagine qu'il va y avoir des efforts de l'industrie. Il y aura possiblement des mesures gouvernementales qui vont être là. Donc, nécessairement, il faut qu'il y ait une conversation en continu entre tout ce beau monde-là pour s'assurer que ce soit cohérent et que les retombées soient efficaces et donnent les résultats recherchés. Du côté de la cellule opérationnelle, l'idée, c'est vraiment, dans le quotidien, de concrétiser les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par l'industrie. Le plus logique, c'est d'attacher cette cellule-là à la structure du plan de mesure d'urgence de l'EQSP, qui déjà fonctionnel et habitué. Martin a du temps libre aussi, ça fait que ça va compléter son agenda. Donc, de l'ajouter. Il faudra voir, par contre, au niveau de la structure de l'organisation, il y avait des réflexions au niveau de dédoublement. Tout ça, on veut s'assurer que toutes les actions sont les plus efficaces possibles. Donc, ça sera à Martin de voir comment ça va s'articuler dans les faits. Donc, au-delà des décisions opérationnelles qui doivent être prises par cette cellule-là, elle aura un rôle capital de circulation de l'information. Donc, la recevoir et la redonner. L'objectif, c'est que les instances décisionnelles de l'industrie aient toutes les informations en temps réel les plus précises possibles pour prendre les meilleures décisions possibles. Donc, on parle aussi d'avoir des canaux de communication qui vont être hyper fluides autour de cette cellule-là avec l'ensemble des gens de l'industrie. Là où il y a des noms, mais c'est à titre suggestif, puis l'idée que le comité avait, c'est que les gens comprennent bien le profil d'expertise que l'on recherche. Donc, on cherche des gens qui vont avoir une expertise hyper pointue dans les opérations puis dans le quotidien de la chose, qui vont être capables de prendre des décisions au niveau du transport, au niveau des routes. T'sais. Fait que vous avez là des suggestions, mais évidemment que les organisations seront libres d'identifier qui elles veulent. Et vous voyez déjà qu'il y a des gens qui ont peut-être bougé de chaise, qui sont peut-être plus disponibles pour ça, ce qui amène la 8e action recommandée, c'est de tenir une rencontre annuelle, PPA ou pas de PPA. Il faudrait que cette cellule-là se voie une fois par année
pour s'assurer qu'on a tous les bons joueurs autour de la table. S'il y en a qui ont quitté, c'est quoi l'expertise qui nous manque puis qu'il faut aller rechercher. Puis après ça, il y a tout un travail de se partager les tâches. Qui va tenir à jour les outils, qui va prendre quel type de décision lorsque la situation va se présenter, qui va se charger des communications avec les autres équipes du plan. Donc, il y a tout un travail de planification à faire pour être prêt le matin où on a besoin de cette stratégie d'intervention-là. Le volet des communications est vraiment important. Ça fait plusieurs fois que je nomme ce mot-là. Donc là, il y a toutes sortes de réflexions de dire comment on est capable de faire en sorte que tout le monde qui a besoin d'avoir l'information pertinente sur la PPA y ait accès, la reçoive. Donc là, on se disait, bon, bien, il y a déjà des conseillers sur le terrain, il y a toutes sortes d'intervenants, des gens qui vont côtoyer de façon quotidienne les éleveurs. Il faudrait qu'eux autres s'assurent qu'il y ait l'information. Mais au-delà de ça, il faut qu'ils soient préparés à accompagner des gens qui vont vivre de la détresse. T'sais, on parle de statistiques, on parle de porc, on parle d'argent, mais ultimement, il y a plein d'humains aussi là, dans cette affaire-là. Donc, il faudrait idéalement que ces gens-là soient outillés pour repérer rapidement les gens qui vivent de la détresse et qui ont besoin d'aide au moment opportun. Le QSP a déjà commencé à faire un travail pour regrouper l'information. Dans un monde idéal, vous n'auriez pas 125 sites Internet différents à suivre pour être au courant de ce qui se passe. Donc, il y a déjà une initiative qui est faite. Donc, ça a été nommé là parce que c'est un aspect clé de la réussite du plan d'action. Donc, le comité a choisi de l'inscrire dans sa liste sa petite to-do list. Il y a aussi des organisations, des groupes qui existent déjà sur le terrain. Là, on pense au groupe de contrôle du SRP. Est-ce que ces gens-là pourraient jouer un rôle? Est-ce qu'il y en a d'autres? Donc, d'être à l'affût de toutes les organisations, toutes les personnes qui peuvent contribuer à la diffusion d'informations. Et un autre exemple était d'utiliser via le pôle de service conseil pour voir s'il y a une formation qui pourrait être offerte à l'ensemble des conseillers, même s'ils en font très peu, s'ils voient un éleveur ou deux, c'est déjà une petite victoire de rendre l'information à cet endroit-là. Parce qu'on veut qu'elle arrive rapidement, cette information-là, aux producteurs. Il faut qu'ils aient une compréhension puis un niveau de confiance élevé à l'effet que l'industrie sait ce qu'elle fait, dans la mesure où elle peut le savoir, parce qu'il y a quand même beaucoup d'inconnus, mais qu'il y a un plan de match, que les gens ont les choses en main dans l'industrie. Donc, il faut préserver la confiance pour s'assurer de préserver l'ordre dans les façons de faire. Et les éleveurs vont avoir des décisions difficiles à prendre aussi dans la suite des choses. Donc, ce n'est pas le matin où on leur demande de rendre leurs décisions qu'il faut qu'ils commencent à y réfléchir. Donc, il y a vraiment tout un travail d'accompagnement qui doit être fait aussi auprès là, des entrepreneurs. Fait que, communication sur deux plans, donc à l'intérieur de l'industrie, évidemment, mais aussi un plan de communication vers le grand public et les médias. Je le nommais tantôt, il y a un enjeu réputationnel vraiment important au niveau du bien-être animal, au niveau de la catastrophe économique derrière ça, au niveau de l'environnement, au niveau il peut y avoir des inquiétudes par rapport à la qualité de la viande. Donc, il faut vraiment être prêt à rassurer aussi le public. Et finalement, le comité a identifié comme 2 outils pertinents pour l'industrie. On a travaillé pour développer un petit aide-mémoire qui, en fait, c'est comme la première étape de création d'un plan de continuité des activités. C'est pertinent pour n'importe quel type d'entreprise, pour n'importe quel contexte. Dans ce cas-ci, pour la PPA, c'est un outil qui s'adresse vraiment aux fermes comme telles. C'est une série de questions pour amener les gens à réfléchir, à savoir s'ils ont un plan B. Puis ça peut être aussi niaiseux de est-ce qu'on a le code du compte de banque pour payer le fournisseur de moulée si la personne qui le fait d'habitude, elle n'est pas disponible. Tu sais, ça fait que il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes que ça en termes de réflexion, mais il y a des petites choses pratico-pratiques aussi qu'il faut penser. Donc, ce petit guide-là permet aux gens de faire un survol des questions à prévoir. Et le petit projet de nuit de Daniel, Christian et François, c'est cet outil-ci. Les gens ont réalisé que
la cellule va avoir besoin d'un outil de travail pour répertorier les événements, les conséquences, les décisions qui vont être prises. Donc, on a développé un outil Excel qui va permettre de tenir un journal de tout ça, mais aussi qui donne des points de contrôle. Comme par exemple, à la semaine 4, après la déclaration du premier cas de PPA, bien là, il faudrait faire une analyse pour voir est-ce que ça va se prolonger, ça, cette fermeture-là, pendant combien de mois? Est-ce qu'il faudrait qu'on envisage de faire des avortements chez les truies dans le premier, deuxième trimestre de gestation? Oui, non, on continue. Après ça, il y a un autre point de contrôle, les saillies. Maintenant qu'on, c'est vraiment de la prise de décision au fur et à mesure. Donc, il y a comme des points de contrôle qui ont été identifiés pour se poser les questions au bon moment. Et on a aussi développé un calculateur de flux de population. Donc, si à la semaine 12, le comité décisionnel demande d'éliminer 24 des cochettes commerciales, comment ça va s'impacter sur tous les groupes d'animaux subséquents, puis ultimement sur mon nombre de porcs mis en marché en bout de ligne. Donc, ça permet de suivre l'effet cumulatif des décisions dans le temps qui vont être prises sur, ultimement, les porcs disponibles pour la mise en marché. Donc, dans la cellule opérationnelle, ça va prendre une personne responsable pour le manœuvrer, cet outil-là, bien le comprendre et le garder à jour. Et du côté de l'aide-mémoire, il faut idéalement le diffuser rapidement aux éleveurs. Ce n'est pas perdu si on a le bonheur de ne pas avoir de PPA. Ça ne sera pas perdu parce que les éleveurs auront un outil en main. Le volet d'abattage et élimination n'a pas été particulièrement discuté par le comité de pilotage dans ce projet-là, sauf que c'est tellement un enjeu majeur qu'il a été convenu de le remettre quand même dans le plan d'action pour s'assurer que ce soit clair, que c'est un enjeu prioritaire. Donc, on cherche à avoir une capacité cible d'abattage humanitaire qui va être rapide puis qui va avoir idéalement une répartition territoriale élargie. Donc, on ne veut pas se retrouver avec tous les abattages en zone rouge, puis que là, on ne peut plus acheminer d'animaux là. Donc, il y avait comme un souci de répartition territoriale, mais il y avait aussi l'enjeu d'élimination des carcasses. À l'époque, en 2021-2022, on a travaillé sur un autre projet, puis ça a été nommé, Sophie l'a dit aussi, là, le gros goulot d'étranglement, c'est l'élimination des carcasses actuellement. Marilyn va faire un petit topo sur où on est rendu dans ça cet après-midi. On va se souhaiter des voies de passage facilitantes là-dessus, mais il faut vraiment régler cet enjeu-là rapidement. Au fil des discussions, les gens des abattoirs ont aussi nommé des préoccupations quand même importantes par rapport à leur capacité de relance suivant un arrêt prolongé qui nécessiterait de la mise à pied de personnel. Là. Actuellement, les gens n'ont pas tant de difficultés à se retrouver un autre emploi. Donc là, si on a des entreprises qui comptent sur des travailleurs étrangers en grande partie pour leurs opérations, puis ils doivent recommencer à la case départ du formulaire à compléter, ça peut être long là, avant qu'ils soient capables d'opérer. Donc, il y avait comme vraiment une préoccupation importante à cet égard-là. Après ça, on a aussi comme un petit melting pot de différentes affaires à garder sur le rapport, sur le radar, des questions à se poser. Actuellement, là, nos exigences biosécuritaires, est-ce qu'elles sont aussi bonnes qu'elles le pourraient pour bien protéger notre cheptel? À voir. Avec l'avancée de la PPA, on l'a vu ce matin à la première conférence, là, il commence à en avoir un petit peu partout. Est-ce que c'est encore pertinent qu'elle ait un statut de maladie à déclaration obligatoire, cette maladie-là? Tout le volet de la santé mentale, là, on ne le redira jamais assez. Du côté du MAPAC, il y avait déjà des initiatives qui avaient été faites pour identifier des filets de sécurité. Est-ce que c'est complet? Est-ce qu'on a assez d'outils entre les mains pour bien gérer au mieux cette situation-là? On imagine qu'en situation de crise, il va y avoir toutes sortes de programmes qui vont s'activer, les agris, les ci, les ça. Ça vaudrait peut-être la peine de répertorier dans un outil l'ensemble des programmes qui risquent d'être activés pour que les gens aient rapidement sous les yeux toutes les opportunités d'aide qu'il pourrait y avoir.
Et puis, ça a été discuté un peu porc sauvage et tout ça, là. Il y avait toute la question aussi des petits élevages, parce qu'on aurait la capacité d'avoir des outils réglementaires qui permettraient de concrétiser un registre pour faciliter des interventions très, très rapides au niveau des enquêtes, entre autres, et tout ça. Toutes ces questions-là et tout ce plan d'action-là devraient toujours être pensés et toutes les décisions devraient être pensées en fonction des facteurs de succès qui sont, l'écran s'emballe, qui sont les suivants. Donc, statut sanitaire, est-ce qu'on a une opportunité d'améliorer le statut sanitaire et de faire un gain collectif dans la suite des choses? La situation géographique des élevages, la qualité des infrastructures, est-ce qu'il y a eu des investissements récents, où on en est avec ça? Et toute la notion de capacité à rentabiliser les entreprises qui sont là. Ça demande des décisions d'entrepreneurs, mais il faut que les gens aient les bonnes informations pour aller de l'avant. Finalement, je réitère, là, ça a été vraiment remarquable, la collaboration de tout le monde dans le comité de pilotage. Et même au niveau de l'industrie, les gens ont été très transparents, très ouverts aussi de leurs informations. Ça a été très aidant, mais le gros du travail reste à faire. Il y a possiblement des choses qui se sont passées depuis qu'on a complété ce projet-là au mois de mars dernier. Sûrement des chantiers qui ont continué d'avancer. Martin pourra peut-être répondre s'il y a des questions à ce sujet-là. Mais il y a encore beaucoup de travail, puis entre autres au niveau des cadres juridiques et financiers, on sait que c'est des démarches qui sont longues, qui ont beaucoup d'étapes, alors vaut mieux commencer tôt que tard. Et la circulation de l'information, ça va être le clé du succès pour un travail d'équipe efficace. Bon, je vais aller trop loin. Alors voilà, à 10 secondes.